Bonjour à tous, aujourd'hui on continue le top 10 de mes lectures 2025 et aujourd'hui on aborde le numéro 9, Imperator, une histoire des empereurs de Rome de Mary Beard. Générique. Tu veux prendre un livre? Ça ne vous arrive donc jamais de lire? 70% de toute l'archéologie se fait en bibliothèque. Vous allez à la bibliothèque et vous faites des recherches. Mais peut-être que les archives sont incomplètes. Passons au numéro 9, et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre d'histoire. Qui plus est, un livre d'histoire antique. Du coup, c'est le moment où je fais mon coming out de mec de base qui révèle à tout le monde qu'il aime bien l'Empire romain. How often do you think about the Roman Empire? 3 times a day. Et vous pensez combien de fois par semaine à l'Empire romain? Blague à part, en vrai je pense pas si souvent que ça à l'Empire romain, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien l'histoire antique, j'ai fait du latin jusqu'à Bac+3, du coup je me suis toujours intéressé à cette période, pas spécialement à l'Empire d'ailleurs, hein. Et comme il y a peu de temps j'ai fait un voyage à Rome pour la première fois, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me mettre un peu dans le bain en lisant des trucs intéressants sur le sujet. Bah oui, c'est vrai que c'est pas des vraies vacances, hein, si tu peux pas t'amuser à contredire un peu le guide touristique et questionner ses sources. Ah non mais moi je suis super fun en vacances. Regardez, du coup j'ai pris une photo du forum depuis le Mont Palatin. Je sais pas, moi ça me fait toujours un petit quelque chose quand je me remémore les larmes de sang que j'ai versées sur des versions latines de Cicéron, de me dire que il a marché exactement là où je me tiens en chair et en os. Bref, du coup, je me suis plongé dans Imperator de Mary Beard et entrons un peu dans le vif du sujet. Mary Beard, c'est une immense spécialiste de la Rome antique, hein. Elle enseigne à Cambridge, elle a beaucoup travaillé sur l'Antiquité romaine, mais surtout, et pour moi ça m'a pas mal intéressé, elle a un vrai talent de vulgarisation. Elle avait publié il y a quelques années le livre SPQR, hein, qui retrace l'histoire de la République romaine, et le livre avait eu beaucoup de succès, notamment parce qu'on le décrivait vraiment comme tout public, accessible, et du coup c'est ça qui m'a pas mal attiré. Et de fait, c'est la même chose pour Imperator, c'est super accessible, c'est-à-dire qu'elle est capable de parler d'un monde qui est à la fois hyper lointain, hyper codé, avec plein de débats d'historiens, sans donner l'impression qu'on est en train de subir un cours magistral d'histoire antique dans une vieille salle mal isolée à 8h du matin. Et ça, c'est quand même pas mal appréciable. Après, ce que j'ai trouvé intéressant avec le livre, c'est aussi que c'est pas du tout une simple galerie de portraits des différents empereurs romains, hein, où on les passerait tous en revue les uns après les autres. L'idée, c'est plutôt essayer de restituer la structure du pouvoir impérial. En gros, qu'est-ce que ça veut dire d'être empereur dans la Rome antique ? Et du coup, ça pose aussi les questions de la façon dont s'est façonné un certain rapport au pouvoir, et qui peut encore avoir des répercussions aujourd'hui. Donc clairement, on va pas faire une biographie de tous les empereurs en les prenant dans l'ordre. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les bornes de l'Empire pour se balader dans toute cette période historique qui a quand même connu des transformations politiques majeures. D'ailleurs, puisque j'y suis, il faut peut-être préciser un petit peu les bornes, hein, parce que c'est vrai que sinon on se perd très vite. Donc on est grosso modo entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc une période quand même assez longue pendant laquelle Rome domine un espace gigantesque autour de la Méditerranée et organise de plus en plus sa vie politique autour de la figure de l'empereur. Et si on veut être un petit peu plus précis, on va en gros de Jules César en -44 jusqu'à Alexandre Sévère en 235 après Jésus-Christ. Et pour les puristes de l'Empire romain, hein, statistiquement il y en a forcément un ou deux, oui, je sais, Jules César n'a jamais été empereur, le vrai premier empereur c'est Octave, mais c'est quand même lui qui met fin à la République, et donc ça a quand même du sens de commencer l'étude avec lui. Voilà. Et justement, en fait, hein, le vrai sujet du livre, c'est ça. C'est pas seulement de prendre les empereurs comme des personnages, mais c'est la fonction impériale elle-même. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement d'être empereur à Rome? Comment est-ce qu'on le devenait? À quoi ça ressemble les journées d'un empereur? Comment il travaillait? Comment il se montrait au peuple? Et surtout, en filigrane, ça nous permet de voir comment était construit, légitimé et pratiqué le pouvoir politique. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça évite de retomber dans le truc un peu paresseux qu'on a souvent sur Rome, hein, avec d'un côté les empereurs fous et cruels à la Néron et Caligula, et de l'autre les empereurs sages et philosophes, genre Hadrien ou Marc Aurèle. Justement, Mary Beard, elle déconstruit un petit peu toute la vision préconçue qu'on pourrait avoir sur le sujet, et entre parenthèses, pour aussi faire le lien avec Nassim Taleb, c'est notamment pour ça que c'est intéressant de lire des historiens, en particulier sur des sujets qui ont infusé dans le roman national. Les historiens, c'est précisément ce qui permet de se défaire de l'erreur de narration. Et du coup, elle montre que tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, parce que les sources qu'on a ont souvent été écrites par des gens qui avaient de très bonnes raisons d'adorer ou de détester tel ou tel empereur, et donc il y a une grosse réflexion à avoir sur les sources, et ensuite parce qu'un empereur romain, c'est pas juste un individu avec son caractère. C'est quelqu'un qui est pris dans une machine politique immense, avec des sénateurs, des soldats, des esclaves, des courtisans, des rumeurs, des cérémonies, des attentes contradictoires de partout, et donc qu'il faut étudier toute cette machine-là. Et c'est là que le livre devient vraiment intéressant, parce que, au fond, Mary Beard ne cherche pas seulement à nous dire qui étaient les empereurs, elle cherche à nous faire comprendre comment on a fabriqué leur image. Parce que, clairement, avant
il n'existait pas, il y avait la République, et petit à petit, on a créé l'image d'un empereur tout-puissant, et c'est pas juste une figure politique, c'est bien sûr aussi une figure culturelle, symbolique et même religieuse. Et nous, aujourd'hui, on hérite carrément de certaines des catégories qui ont été créées à ce moment-là. Typiquement, pourquoi encore aujourd'hui, quand on pense à l'Empire romain, on a tout de suite des clichés sur les orgies, les complots, les meurtres et la folie impériale. Alors évidemment, tout ne m'a pas passionné avec la même intensité dans le livre. Il y a des moments que j'ai clairement trouvé un peu longs, notamment elle a tout un passage sur l'architecture ou sur les banquets. Perso, j'ai préféré les passages qui étaient plus directement sur la politique. Mais dans l'ensemble, le livre est vraiment très stimulant parce que c'est pas seulement un livre sur Rome, c'est aussi un livre sur le pouvoir, sur sa mise en scène, sur ses contraintes et aussi sur la manière dont l'histoire crée des légendes. Bon, mais après ce tour d'horizon un peu global, je vais rentrer un peu dans le détail et picorer un petit peu certains éléments pour vous donner quelques exemples des développements qui m'ont vraiment intéressé. La réévaluation des empereurs fous. Alors le premier point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'elle nous amène à réévaluer ce qu'on appelle souvent les empereurs fous. Par exemple, les figures de Caligula, Néron ou Héliogabale, ils sont encore aujourd'hui considérés comme des souverains fous, cruels et imprévisibles. Et justement, Mary Beard, elle va démonter un peu ces légendes en expliquant comment elles ont été construites après leur mort par des sources assez largement biaisées. De fait, la plupart des récits sur ces empereurs, elles proviennent d'auteurs postérieurs, souvent issus de l'aristocratie sénatoriale, et ils avaient en fait tout intérêt à noircir leur image pour justifier leur chute et flatter leurs successeurs. Commençons par l'exemple de Caligula. Un des exemples les plus clairs, c'est notamment celui de Caligula. Alors encore aujourd'hui, on le voit clairement comme l'empereur cruel par excellence, qui vit une vie de débauche, de stupre, de luxure, de cruauté et de violence. Il n'y a qu'à voir les vignettes des vidéos YouTube qui parlent de lui pour voir l'image bien claire qu'on en a aujourd'hui. Il va jusqu'à installer un lupanar dans son palais, dans lequel les passes, dit-on, coûtent très cher. Dans les banquets, Caligula s'en donne à cœur joie pour humilier son entourage. Un jour, il rit. Alors les consuls qui sont à côté de lui demandent ce qu'il fait rire. Et il répond « Oh, c'est que je pense que sur un simple coup de tête, je peux vous faire égorger tous les deux à l'instant. » Vous imaginez quand même que tout ça commence à inquiéter les gens. Ils se lèvent parfois la nuit pour aller dans les souterrains du palais assister aux tortures et aux exécutions des prisonniers, raconte Joel Schmidt. Ah, comme il aime entendre leurs hurlements, leurs râles et voir leur visage blêmir sous la mort. Entre parenthèses, ça me fait rire de voir ce genre de notation tirée on ne sait d'où, puisqu'encore une fois, on a très peu de sources. Bref. Et évidemment, l'anecdote la plus connue et répétée à tort et à travers pour montrer qu'il était vraiment complètement taré, c'est qu'il aurait voulu nommer son cheval Incitatus consul, donc l'une des plus hautes distinctions politiques. Ah ça montre bien qu'il était toc-toc dans sa tête, Pourtant, Mary Beard souligne qu'en fait, c'est beaucoup plus probable que cette anecdote ait été juste une exagération d'une plaisanterie de l'empereur, qui voulait simplement ridiculiser le Sénat. En gros, il a très probablement dit juste un truc du genre « Non mais Caius, t'es vraiment complètement incompétent comme consul, je suis sûr que je pourrais mettre mon cheval à ta place et qu'il ferait du meilleur taf. » Écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire le moindre truc, vous n'avez qu'à passer le restant de vos jours dans une chaise à côté de la cheminée, appelez des châtaignes. Et après, bien sûr, la phrase elle a été répétée, amplifiée, et ça donne la légende qu'on a aujourd'hui. Faut dire qu'un téléphone arabe sur 2000 ans, ça fait forcément quelques petites déformations. Mais du coup, cette anecdote, elle illustre bien la manière dont les récits peuvent être déformés, mais ça illustre surtout le mépris que pouvait avoir Caligula pour les élites romaines. Et donc c'est pas forcément étonnant que ces mêmes élites en fassent un portrait pas trop flatteur. Deuxième cas, le cas Néron. Alors l'autre cas le plus célèbre, c'est bien sûr le cas de Néron, qui plus encore que Caligula reste aujourd'hui l'incarnation même du mauvais dirigeant, celui qui est prêt à brûler Rome pour son simple divertissement. On a encore vu un exemple il y a tout juste un an par le député Claude Malhuret qui parlait de Trump à l'Assemblée nationale. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Après, j'avoue que l'image est hyper parlante et le discours il claque bien. Mais là encore, il semble bien que ce soit du pipeau. Les sources les plus fiables, elles indiquent qu'en 64, donc l'année de l'incendie, Néron était en réalité hors de Rome, et qu'il a même plutôt organisé les secours pour les sinistrés. Il n'y a pas à faire, cette image d'un empereur insouciant qui joue de la lyre pendant la catastrophe, elle est super forte, et elle est restée gravée dans notre imaginaire collectif, et notamment à travers des œuvres littéraires ou cinématographiques. Des auteurs antiques racontent que Néron jouait de la lyre pendant que Rome brûlait sous ses yeux. L'étroitesse des rues favorisa la progression du brasier. Plus de la moitié de la ville fut détruite, libérant ainsi l'espace sur lequel Néron prévoyait de construire sa Domus Aurea.
Néron accusa les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie et les fit exécuter de manière atroce. Certains furent recouverts d'une épaisse couche de poix à laquelle on mit le feu. Les supplices eurent lieu dans les jardins de Néron. Les sources antiques accusent Néron d'avoir déclenché et propagé le feu intentionnellement. Mais les connaissances modernes ont depuis mis en doute sa culpabilité. Rome était une poudrière exiguë, prête à s'enflammer à la moindre étincelle provenant des nombreux feux à ciel ouvert. Néron fit même transformer des bâtiments publics et certaines de ses propriétés pour accueillir les sans-abri. Mais les rumeurs de son implication furent alimentées par ses ennemis, excédés par ses dépenses et impôts excessifs, et bientôt indignés par la construction de sa domus Aurea. Comme quoi, la réputation qu'on peut vous faire, c'est super important parce que ça reste. Alors attention, hein, Mary Bird, elle dit pas pour autant que Néron c'était un bon empereur ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est juste intéressant de constater que le truc pour lequel on le connaît le plus, c'est probablement de la propagande anti-impériale. Enfin, je dis de la propagande anti-impériale, mais en vrai, c'était pas vraiment ça. Elle pouvait tout à fait venir des empereurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a un truc super important à comprendre sur l'Empire romain, c'est que c'est pas du tout une dynastie royale avec le fils qui hérite naturellement du trône du père. Hein. En fait, ça s'est même quasiment jamais produit. Il me semble que le seul empereur qui ait hérité de sa position de son père biologique, ce soit Commode, donc qui était le fils de Marc Aurèle, et on peut pas dire qu'il ait une super répute, hein, parce que c'est lui notamment qui a le rôle du méchant dans le film Gladiator. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que comme on n'hérite pas du titre d'empereur, la succession dans l'Empire romain, elle est jamais simple, et la désignation du nouvel empereur, elle ne s'est jamais faite de façon fluide et apaisée. Et du coup, la réputation d'un empereur, elle dépend en fait beaucoup de l'empereur qui l'a suivi. En gros, si un empereur se revendiquait de son prédécesseur, il lui faisait un portrait méga élogieux, quasi divin, hein, c'est le cas de Tibère quand il succède à Auguste par exemple. Mais à l'inverse, si le nouvel empereur voulait se désolidariser du précédent, il lui taillait une réputation de gros connard. Et clairement, Galba, quand il arrive au pouvoir après Néron, il a tout intérêt à lui pourrir sa réputation. Enfin, je dis Galba, hein, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire romaine, il a pas vraiment eu le temps de lui pourrir sa réputation, parce qu'il est resté au pouvoir à peine 6 mois avant de se faire assassiner. Ah, mais je vous avais dit, hein, les successions dans l'Empire romain, ça se fait jamais de façon fluide. D'ailleurs, l'année 69 qui suit l'assassinat de Néron, elle est connue comme l'année des 4 empereurs parce qu'on va en enchaîner 4 d'affilée. Hein. Galba, Othon, Vitellus et enfin Vespasien qui prend le pouvoir en décembre 69 et qui lui va rester un petit peu plus longtemps. Donc du coup c'est plutôt lui après qui va pourrir la réputation de Néron. Et d'ailleurs on peut déjà voir dans ces successions rapides à quel point la mort de Néron elle est suivie d'une instabilité politique et d'une atmosphère de quasi-guerre civile qui explique en soi pourquoi on a autant besoin de se désolidariser de lui pour essayer d'incarner une sorte de stabilité. Troisième exemple, le cas Héliogabale. Mais il y a un dernier empereur dont je voulais vous parler, personnellement je le connaissais pas, mais le livre s'ouvre carrément sur lui et il est présenté comme l'un des empereurs les plus diffamés de l'histoire, et cet empereur c'est Héliogabale. Et franchement, si t'en avais déjà entendu parler, déjà, mets un pouce en l'air à la vidéo, et puis dans les commentaires, tu écris non sum vulgus pecus. On pense au référencement, hein. D'ailleurs, les autres, vous pouvez aussi liker et commenter, hein. Par contre, vous commentez autre chose, vous mettez, j'apprécie les fruits au sirop. C'est bien ça. Donc, Héliogabale, c'est un empereur qui ne règne que très brièvement, de 218 à 222 après Jésus-Christ, mais il concentre à lui seul à peu près toutes les angoisses romaines sur ce que peut devenir un pouvoir impérial sans frein. Mary Bird commence d'ailleurs son livre par lui, et c'est pas un hasard, parce qu'avec Héliogabale, on entre tout de suite dans un univers de récits complètement hallucinant, à mi-chemin entre la chronique politique, la rumeur de cour et le cauchemar collectif. Dans les sources anciennes, c'est l'empereur des banquets délirants, des provocations religieuses, des cruautés absurdes, du luxe sans limite, et du monde mis sans dessus-dessous. Par exemple, on raconte qu'il servait à ses invités des choses complètement improbables comme des talons de chameau, ou des cervelles de flamants roses, ou qu'il donnait à manger du foie gras à ses chiens, et que parfois il avait comme ça des lubies esthétiques où il demandait à ce qu'on lui fasse un repas entièrement vert ou entièrement bleu. On raconte aussi des excentricités, comme le fait qu'il faisait venir de la neige ou de la glace en plein été dans ses jardins, ou alors que ça lui arrivait parfois de manger du poisson, mais uniquement lorsqu'il était très éloigné de la mer. Genre, tout pour faire bien chier quoi. Bref, il y a vraiment beaucoup d'exemples, et tout est fait pour donner l'image d'un empereur qui ne connaît plus aucune limite, même pas celle de la nature ou du bon sens. On dit qu'Héliogabale avait 3 femmes, dont une Vestale, une prêtresse ayant fait vœu de célibat, et un mari. Il ne crachait pas sur un petit sacrifice religieux de temps en temps, et il aimait bien planquer des lions dans le dressing de ses invités. Et ce n'est là que le sommet de l'iceberg.
À ce propos, mon anecdote préférée parmi les trucs un peu ubuesques qu'il faisait pendant ses banquets, il y avait notamment l'utilisation de coussins péteurs. Non, mais voilà, c'est tout. Genre, il faisait s'asseoir ses invités sur des coussins péteurs, et puis le coussin se dégonflait petit à petit, puis ça faisait des... Et lui se marrait. Non, voilà, il n'y a pas vraiment de vanne à part ça, mais apparemment, Héliogabale fait partie des gens grâce à qui on sait que les coussins péteurs existent depuis très longtemps, ce qui est quand même un apport historiographique majeur de ce livre. Voilà, je le dis. Cela dit, c'est quand même un détail intéressant parce qu'il dit bien le type de personnage qu'on cherche à fabriquer. Pas seulement un tyran cruel, mais aussi un empereur qui transforme tout en une sorte de farce humiliante, qui prend ses invités pour des jouets et qui fait de la cour impériale une espèce de spectacle absurde où on ne sait jamais si on est là pour dîner, pour rire ou pour se faire ridiculiser. Il y a par exemple des récits où on l'accuse par exemple d'inviter des gens spécifiques pour faire des banquets à thème. Et dans banquets à thème, je parle pas d'un petit brunch ambiance tropical chic, mais par exemple de banquets chauves, où il invite que des chauves, ou borgnes, où il invite que des borgnes, ou que des obèses, mais juste pour se moquer d'eux à chaque fois. On l'accuse aussi de servir des faux aliments en cire ou en verre aux invités les moins importants qui devaient après regarder les autres manger pour de vrai. Oh, that's rock hard. That's because it is rock. I gave you both bits of wax and stone that are made to look like food, while I get the real food, which is actually really nice. Et il y a même des récits tellement extraordinaires que ça en devient carrément douteux. Par exemple, on raconte qu'un jour, il a fait tomber une telle quantité de pétales de fleurs que certains invités en seraient carrément morts étouffés. Bon, là je crois que vous sentez que ça commence à faire de plus en plus le récit réécrit par des ennemis politiques après quelques verres de trop. Mais ces récits, ils ont inspiré toute une aura autour d'Héliogabale qui se poursuit encore aujourd'hui dans le monde culturel. Cette image d'anti-héros et de bad boy tragique avec un goût marqué pour les excès et la violence a inspiré de nombreux artistes, de Cavalli à Antonin Artaud jusqu'à Marilyn Manson. Ce dernier a même pris la biographie d'Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné, comme point de départ de son album The Pale Emperor. Le bouquin lui a été offert par son pote Johnny Depp, à l'occasion du réveillon de l'an 2000 dans le sud de la France. On pourrait dire aujourd'hui que cette inspiration est allée au-delà du simple aspect artistique. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces interprétations, elles restent basées sur des récits assez contestables. Et c'est justement tout l'intérêt du passage chez Mary Bird. Elle ne dit pas simplement que tout est faux, elle montre plutôt que ce genre d'histoire doit être pris comme un révélateur. Parce que derrière les anecdotes grotesques, ce qui apparaît, c'est le rapport des Romains face à l'autocratie. Ce qu'elle dit, c'est que ce que les Romains projettent ici, c'est pas seulement l'image d'un homme excessif, c'est celle d'un souverain dont le pouvoir irait si loin qu'il pourrait dérégler l'ordre même du monde. Un empereur qui serait capable de brouiller la frontière entre le vrai et le faux, entre le jeu et la menace, et qui irait même jusqu'à bouleverser les normes religieuses, ou pire, les normes de genre. Non, pour de vrai, les sources lui prêtent par exemple un goût pour le travestissement, pour le maquillage et pour les comportements jugés féminins, et l'historien romain Cassius Dion, qui est une des sources principales parmi les historiens romains, va jusqu'à dire qu'il aurait voulu changer de sexe. Évidemment, à une époque où la chirurgie est pas tout à fait au point. Et ce que je trouve amusant, c'est qu'aujourd'hui, Héliogabale a même été réinterprété comme une figure de la communauté trans. Le musée de North Hertfordshire en Angleterre a notamment fait l'actualité en 2023 en modifiant les pronoms d'Héliogabale pour en faire la première femme trans empereur. Comme le dit l'article, c'est suite à l'analyse des écrits de Dion Cassius, qui a relaté l'histoire de Rome, que le musée britannique de North Hertfordshire s'est prononcé sur la transidentité de Marcus Aurelius Antonius, connu sous le nom de Héliogabale. C'est plus particulièrement une citation emblématique de l'impératrice « Ne m'appelez pas Seigneur car je suis une dame » qui a conduit le musée à rectifier les pronoms d'Héliogabale. Et même si la démarche est intéressante, il faut quand même prendre un certain recul avec les écrits de Dion Cassius. Évidemment, il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, parce qu'on a affaire à des récits hostiles, saturés d'exagération, de fantasmes et de volonté de noircir sa mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que ce type d'accusation revienne avec autant d'insistance. À Rome, c'est pas du tout un détail anecdotique ou pittoresque. Prêter à un empereur ce genre de comportement, c'est une manière très efficace de dire qu'il brouille les repères les plus fondamentaux, qu'il ne reste pas à sa place, en gros, qu'il inverse les codes et qu'il met le monde à l'envers. Autrement dit, ces récits sur le genre ne nous disent pas seulement quelque chose sur Héliogabale, mais ils nous disent surtout ce que les Romains considéraient comme profondément inquiétant chez un souverain. Et en fait, le cœur du problème pour Mary Bird, c'est probablement la religion.
Ce qui a dû rendre Héliogabale particulièrement insupportable aux yeux des élites romaines, c'est qu'il a cherché à imposer à Rome le culte du dieu solaire Élagabale, venu de sa ville natale à lui, et donc il a touché à quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple excentricité personnelle. L'ordre religieux même de Rome, qui est aussi un ordre politique. Et parmi ces excentricités, il y en a d'ailleurs pas mal qui touchent justement à l'univers religieux. Les sources racontent par exemple qu'il se serait marié avec une vestale. Or, les vestales, dans la religion romaine, c'est les prêtresses sacrées de la cité qui sont tenues à la virginité sous peine de mort. Donc là, on voit bien en quoi ce n'est pas seulement une anecdote bizarre ou croustillante de plus, c'est quelque chose qui le rend profondément scandaleux du point de vue des traditions romaines. Tout ça, ça vient renforcer l'image d'un empereur perçu comme dangereux parce qu'il bouleverse les fondements symboliques et religieux de l'ordre romain. Mary Beard invite donc à ne pas lire toutes ces histoires au premier degré, qu'elles soient vraies, amplifiées ou inventées. Elles sont surtout intéressantes parce qu'elles révèlent moins la personnalité exacte d'Héliogabale que les peurs romaines face à un pouvoir impérial sans limite. Parce qu'il y a aussi un autre détail assez important et qui change pas mal la perspective, c'est que Héliogabale monte sur le trône en 218 et qu'il est assassiné en 222, donc à peine 4 ans plus tard. On est clairement pas sur un long règne sanguinaire. Et un autre détail important, c'est que quand il meurt en 222, il avait 18 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est que depuis tout à l'heure, le mec complètement excentrique dont on parle, qui mettait des coussins péteurs sur les sièges de ses invités, c'était un ado qui avait entre 14 et 18 ans. Personnellement, je sais pas si j'aurais eu un humour beaucoup plus développé à son âge et à sa place. Donc ce qu'on voit aussi, c'est un très jeune souverain catapulté au sommet de l'Empire, pris dans des intrigues politiques, religieuses et familiales qui le dépassent largement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser ni tout relativiser, mais simplement qu'entre l'image d'un tyran froid, pervers, parfaitement maître de lui, et celle d'un adolescent instrumentalisé et détesté par une partie des élites, puis transformé après sa mort en un concentré de toutes les angoisses romaines sur l'autocratie, c'est pas du tout la même histoire. Propagande et perception. Bon, vous commencez à le percevoir avec les exemples qu'on vient de voir, Mary Beard, elle insiste sur l'idée que l'image des empereurs romains a toujours été façonnée par des récits biaisés, que ce soit directement par les historiens antiques ou même aujourd'hui par la culture populaire moderne. Et elle montre que dès l'instauration du principat par Auguste, donc le vrai premier empereur, il a tout de suite compris l'importance de contrôler sa propre image. Il ne s'agissait pas seulement d'exercer le pouvoir, mais aussi de se rendre visible et légitime aux yeux des citoyens. Ça passe par exemple par l'architecture et l'urbanisme qui deviennent les premiers outils de la propagande impériale. En érigeant des grands monuments comme le Panthéon ou la colonne Trajane, les empereurs associaient leur règne à la grandeur et à la stabilité. La monnaie aussi a joué un rôle ultra important dans la diffusion de leur image. Chaque pièce qui était frappée d'un portrait de l'empereur, ça servait de support pour rendre l'empereur omniprésent et pour promouvoir par exemple ses victoires militaires ou simplement son image. Regardez, moi je souris pas sur les pièces de bronze. Quoi, c'est vous sur la pièce de bronze là? Oh, bah... Mais forcément, cette propagande impériale, elle avait aussi une opposition. Les récits historiques produits par des auteurs comme Tacite, Suétone ou Dion Cassius, ils offrent une vision parfois très critique du pouvoir impérial. Ce sont des écrivains qui sont souvent issus de l'aristocratie sénatoriale, et donc qui nourrissent une méfiance naturelle envers un régime qui réduisait leur influence. Du coup, ça explique que les empereurs tombés en disgrâce ont souvent été présentés comme des tyrans sanguinaires, alors que leurs successeurs avaient en général un traitement plus clément. C'était une manière de réécrire l'histoire qui servait avant tout à légitimer le pouvoir en place. Parce que je vous ai surtout fait l'histoire des trucs horribles, mais il y a aussi des anecdotes où on les met en valeur. Il y en a même qui sont carrément fait diviniser, comme César ou Auguste. Il y a par exemple toute une histoire qui circule sur le règne d'Adrien, où on raconte qu'au cours d'un voyage, il y a une femme qui lui aurait arrêté pour lui demander un service. Lui, il avait un peu la flemme de s'arrêter, donc lui dit « Désolé, mais là j'ai pas le time ». Et du coup la femme, elle est un peu vénère, et elle lui aurait crié « Alors, cesse d'être empereur !» Et du coup, dans l'histoire, en entendant ça, il s'arrête. Et du coup, il écoute ce qu'elle a à lui dire. Tout de suite, ça fait le truc impactant, la bonne petite histoire qu'on va pouvoir raconter, elle est très efficace, mais surtout ce qu'elle montre, c'est qu'elle résume en une réplique ce que les Romains attendent idéalement d'un bon souverain. Un empereur accessible, attentif, disponible pour ses sujets, même quand ça l'arrange moins. Sauf que, là encore, Mary Beard, elle invite à se méfier sur ce genre d'histoire. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr que ce soit vraiment arrivé à Adrien. Ce genre de récits, on les retrouve aussi dans des traditions plus anciennes, notamment grecques, où il sert déjà à illustrer une leçon morale sur les devoirs du dirigeant. Donc ce n'est probablement pas juste un petit souvenir pris sur le vif, c'est sans doute aussi une histoire retravaillée, embellie, presque exemplaire, qui sert moins à raconter exactement ce qu'a fait Adrien, qu'à dessiner le portrait du bon monarque tel qu'on voudrait l'imaginer. Donc du coup,
En regardant l'histoire des bons et des mauvais empereurs romains, tels qu'ils ont été souvent classifiés, on a souvent des histoires idéalisées, en fait des idéotypes de ce qui serait le bon empereur romain et de ce que serait le mauvais empereur romain. Et comme on l'a vu, l'héritage de cette propagande impériale, elle s'est pas arrêtée avec la chute de Rome. Aujourd'hui encore, des figures comme Néron ou Commode, elles continuent d'inspirer les représentations cinématographiques, comme dans le film Gladiator, où Commode est présenté comme un despote capricieux et libidineux qui a peur du noir. Tu as toujours peur du noir, mon frère. Oui. Toujours. Tu restes avec moi cette nuit? Tu sais bien que non. Ces caricatures modernes, elles s'inscrivent dans une longue tradition où les empereurs romains sont devenus des archétypes du pouvoir utilisés pour critiquer ou justifier les régimes contemporains. Mary Bird, elle nous invite donc à une lecture critique de ces figures, rappelant que notre perception de l'histoire est souvent le produit d'une mémoire reconstruite. Mais bon, à part écouter ces sujets, concrètement, ça fait quoi un empereur romain ? L'empereur, une figure lointaine mais omniprésente. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que pour les Romains, l'empereur c'est une figure omniprésente. Son visage, il est sur les pièces de monnaie et on fait référence à lui partout, mais c'est aussi une figure très lointaine et un peu abstraite. Pour un habitant ordinaire d'une province romaine, il y a toutes les chances pour qu'il ne l'ait jamais vu de sa vie, et c'est même assez probable qu'il aurait été complètement incapable de le reconnaître en vrai. Attendez, vous le reconnaissez pas ? Votre tête me dit quelque chose. Oui, c'est possible, j'ai un physique très banal. Non, mais laissez tomber, on se connaît pas. Parce que justement, cette omniprésence ne veut pas dire qu'on connaissait réellement l'empereur. Ces statues, par exemple, elles étaient pas là pour être un portrait fidèle, comme une photo d'identité. Elles obéissaient à des codes très précis. Il fallait montrer l'autorité, la dignité, le commandement, mais pas forcément l'homme tel qu'il était vraiment. Puis tout à l'heure, je regarde votre profil. Ah, il n'y a pas de tortille et du fion, je suis persuadé de vous avoir déjà vu quelque part. Ah oui. Ça, il n'est pas de la famille du vieux Guénol. Si, celui qui a sa jambe vérolée et puis ses deux filles qui font pute. C'est tentant, mais non, ça vient pas de là. Non, mais ça va me revenir. Un autre lait de chèvre ? Oui, allez. Allez. Et d'ailleurs, quand un nouvel empereur arrivait, on se faisait pas chier à refaire les statues de zéro, Sinon t'imagines le bordel en 69 ? Ah non, mais oui, mais faut suivre, En fait, très souvent, on retaillait les statues de l'ancien empereur en changeant simplement les traits du visage. Alors évidemment, la raison principale, c'est probablement la thune, c'est clairement plus économique de faire comme ça, mais ça raconte aussi quelque chose d'important. Au fond, l'idée c'est que l'individu compte moins que la fonction. L'homme change, certes, mais l'institution impériale, elle reste là. Mais vous foutez de moi ? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur ? Eh ben mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Mais si l'empereur pouvait sembler lointain, voire abstrait, il était aussi vu comme un recours ultime. Quelqu'un qui, en théorie, pouvait trancher les conflits les plus divers. Mary Bird, elle donne l'exemple d'une affaire qui a été jugée par Auguste, où un homme était mort après avoir reçu sur la tête un pot de chambre tombé d'un étage. La bonne mort de merde, Dit comme ça paraît absurde, mais la question était prise extrêmement au sérieux. Est-ce qu'on avait affaire à un meurtre ? Est-ce que l'objet avait été jeté volontairement ? Est-ce que c'était simplement un accident domestique absolument malchanceux ? Et donc, après examen, Auguste a tranché pour l'accident. Bon, évidemment, raconter comme ça, c'est presque comique, mais justement, l'intérêt de cet exemple, il montre à quel point l'empereur pouvait être perçu comme le dernier arbitre de l'ordre légal, y compris dans les affaires minuscules, terre à terre. C'était pas seulement le maître de l'armée ou le sommet de l'État, il était aussi censé pouvoir dire le droit jusque dans l'histoire des pots de chambre tombés par les fenêtres. Quand je pense que toute la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, mais que le jugement d'Auguste sur l'affaire du pot de chambre, ça, c'est parvenu jusqu'à nous, ça nous dit aussi quelque chose de comment on raisonne à partir des sources historiques. Un métier de bureaucrate plus que d'autocrate. Et il y a un autre point que je trouve fascinant, parce que ça change un peu la façon dont on voit un empereur romain, c'est que gérer un empire, c'est avant tout un gros travail de bureaucratie. On se les imagine en train de paresser devant les jeux du cirque ou au milieu de conquêtes guerrières, mais l'Empire romain, c'est quand même un sacré bousin à administrer. En réalité, être empereur, c'était surtout passer ses journées à lire et à répondre à des courriers. Par exemple, Jules César, donc qui n'était pas officiellement empereur, on s'en souvient, eh bien, il était connu pour traiter sa correspondance même en pleine représentation des jeux du cirque, et en général, ça exaspérait pas mal les spectateurs. Mon père a passé tout son temps à étudier. Il a passé des nuits blanches à lire des rouleaux du Sénat. Et pendant ce temps, le peuple était oublié. On a aussi plusieurs exemples d'empereurs comme Vespasien ou Alexandre Sévère qui se levaient à l'aube pour trier leurs mails et qui croulaient sans cesse sous la paperasse militaire.
Plus d'hommes. Plus d'hommes du tout? Non, des femmes, des enfants et un artiste lyrique. Tous les bons hommes ont quitté le village. Après, bon, c'est un rapport d'espion. À prendre au conditionnel. Hein. Moi, comme je dis toujours, les espions... Sénateur Tom Cruise, tais-toi! Bien entendu, l'empereur ne pouvait pas tout gérer lui-même. Il s'appuyait sur un vaste réseau d'administrateurs, donc des gouverneurs provinciaux, des préfets du prétoire, des légats, qui prenaient en charge la gestion quotidienne des territoires sous leur responsabilité. C'est d'ailleurs pas mal grâce à eux qu'on en sait autant sur la gestion de l'Empire. Mary Bird, elle prend notamment l'exemple de ce gros casse-couille de Pline le Jeune, qui administrait la Bithynie, et qui écrivait constamment à l'empereur pour lui demander quoi faire sur... à peu près tout, en fait. Alors mon Pline, il était pas méchant, mais c'est le prototype du bureaucrate tatillon incapable de prendre une décision sans la validation de son N+1. Alors, est-ce qu'on doit autoriser la construction d'un bain public dans une ville? Est-ce qu'il faut brûler les livres d'un philosophe suspect? Comment je gère un groupe de chrétiens qui a été arrêté par les autorités locales? Il demandait systématiquement l'avis de son empereur Trajan. Et en général, Trajan, il répondait quelque chose du genre « Bah écoute, fais comme tu le sens ». Et perso, je suis à peu près sûr qu'entre les lignes, il y avait aussi marqué « Et casse pas les couilles, bordel ». Bon, alors soit je pars sur 8-10 acres d'endive et le reste en orge, ou alors j'arrache l'orge et fais tout endive. Je sais pas quoi vous dire, mais faites ce que vous voulez. Tout endive, après, faut aimer l'endive, quoi. Bon, Pline donne clairement l'impression d'être une sorte de psychopathe de la paperasse, mais il a quand même un mérite, c'est que sa correspondance nous est parvenue presque intacte. Du coup, c'est pas mal grâce à lui qu'on a une idée précise du fonctionnement concret de l'administration impériale. Comme quoi, la prochaine fois que vous êtes face à un bureaucrate insupportable dans les méandres de l'administration française, dites-vous qu'il est peut-être en train de régaler les futurs historiens. Mais bref, pour ceux qui n'étaient pas aussi relous que Pline le Jeune, ils avaient quand même pas mal de champs libres pour administrer leur région. L'avantage de l'époque romaine, c'est que même dans le cas où l'empereur est en fou du courrier, il peut clairement pas faire du micromanagement et contrôler tout ce qui se passe dans son empire. La plupart du temps, les gouverneurs et les préfets y prenaient eux-mêmes les décisions nécessaires. Et ce fonctionnement pragmatique, il explique aussi pourquoi l'Empire romain, il a pu perdurer aussi longtemps. Même si on avait un empereur incompétent ou absent, en gros, l'administration, elle continuait quand même de tourner. C'était pas un régime où un homme seul gouvernait d'une main de fer, mais une gigantesque machine bureaucratique avec effectivement un souverain au sommet, mais qui bien souvent passait ses journées à répondre à des courriers plutôt qu'à prononcer des édits grandioses. Bon, mais maintenant qu'on a vu ce que faisait réellement un empereur, ce serait intéressant de regarder un petit peu pourquoi l'image qu'on en a, elle est si éloignée de celle d'un Uber bureaucrate. Comment s'est construite leur histoire culturelle et symbolique? L'histoire des empereurs, un récit écrit par les vainqueurs. Alors, j'ai déjà commencé à l'esquisser au début de la vidéo, mais lorsqu'on lit les biographies des empereurs romains, il y a quand même un truc qui saute aux yeux. Certains sont des monstres, Caligula, Néron, Domitien, Commode. Ils sont tous décrits comme des tyrans, délirants, cruels, irrationnels, obsédés par leur pouvoir et leur plaisir. On les imagine mettant Rome à feu et à sang ou éliminant leur ennemi d'un claquement de doigts en sombrant dans des orgies décadentes. Et à l'inverse, d'autres souverains sont encensés. Trajan est l'empereur modèle, Vespasien c'est le dirigeant pragmatique, Marc Aurèle c'est THE empereur philosophe, il y en a que ça fascine encore aujourd'hui. Marc Aurèle c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Mais quand on y regarde de plus près, il y a quand même un petit détail qui saute aux yeux. Tous ceux qui sont considérés comme des monstres, ils ont un gros point commun, ils sont tous morts assassinés. Alors que bizarrement, tous ceux qui sont glorifiés, ils sont morts calmement dans leur lit. C'est bizarre ça quand même. Cela dit, c'est pas forcément étonnant quand on comprend comment s'est faite l'historiographie impériale. Et une phrase de Mary Bird qui résume bien l'affaire, « Il fallait que reste l'impression que les empereurs avaient été assassinés parce qu'ils étaient des monstres. Il est tout aussi probable qu'ils aient été transformés en monstres parce qu'ils avaient été assassinés. » Et ça pète ça comme formulation, Franchement, si ça vous met pas le ravioli en ébullition, je sais pas ce qu'il vous faut. En d'autres termes, les récits que nous avons des empereurs sont avant tout le produit de la politique romaine. Un empereur assassiné, c'est un empereur dont les successeurs avaient tout intérêt à salir la mémoire, et à l'inverse, un souverain mort paisiblement pouvait être célébré comme un modèle de vertu. Tacite, Pline et l'art de retourner sa veste. L'un des meilleurs exemples de ce phénomène, c'est le changement de ton brutal des historiens au gré des successions. Là-dessus, Pline le Jeune et Tacite, c'est les deux sources principales qu'on a sur l'Empire du 1er siècle, et clairement, c'est les champions de l'opportunisme politique. Des genres de Manuel Valls en toge, si vous voulez une comparaison. En général, il y a des ricanements, il a trahi... Donc, typiquement sous Domitien qui régnait d'une main de fer, ils étaient plutôt discrets, et puis dès que Domitien meurt, tout change. Pline devient soudain un fervent défenseur de la liberté retrouvée, et Tacite, dans les annales, décrit Domitien comme un tyran, paranoïaque et sanguinaire. Bon,
Après ça, c'est pas un truc extraordinaire, hein. On le retrouve tout le temps dans l'histoire. Par exemple, après 1945 en France, il y avait plus grand monde pour crier haut et fort son allégeance à Vichy. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Bon, malheureusement, ça a pas mal changé, mais c'est une autre question. Tout ça pour dire que dès que Domitien a disparu et que la parole s'est libérée, Tacite et Pline, ils ont saisi l'occasion pour réécrire l'histoire et se poser comme étant du bon côté. Ce qui complique encore l'affaire, c'est que les sources qu'on a sur les empereurs, elles ont souvent été écrites bien après leur mort, hein. Tacite, il rédige ses annales sous Trajan et Hadrien plusieurs décennies après les événements. Suétone, qui compile la vie des 12 Césars, il écrit sous Hadrien. Et Dion Cassius, qui raconte les règnes du 1er et du 2e siècle, il les fait depuis le 3e siècle. Autrement dit, ces historiens, ils ne décrivent pas du tout l'Empire tel qu'ils l'ont vécu, mais tel qu'il leur est raconté après coup dans un contexte où certains empereurs ont déjà été discrédités par la propagande officielle. Et clairement, on n'est pas à une époque où l'historien il bosse sur des archives avec une grande réflexivité sur les sources comme on est en train de le faire ici. On peut reprendre l'exemple de Néron, c'est principalement d'après Suétone et Tacite qu'il aurait incendié Rome pour son bon plaisir et joué de la lyre pendant que la ville brûlait. Mais en réalité, Néron était plutôt populaire auprès du peuple et les sources contemporaines à son règne ne font pas du tout mention de quoi que ce soit d'approchant. Le plus probable, c'est que l'image de l'empereur pyromane soit une invention posthume pour justifier son renversement et l'avènement de la dynastie suivante. Bref, ce que nous explique bien Mary Bird dans Imperator, c'est que Rome n'était pas gouvernée par une galerie de fous sanguinaires ou de sages exemplaires, c'était un système où l'assassinat politique était une forme de régulation du pouvoir et où l'histoire se réécrivait en fonction des intérêts des vainqueurs. Et pour terminer, il y a un dernier point que j'ai trouvé passionnant et sur lequel je voudrais insister, c'est toute l'analyse qu'elle fait sur la place des femmes dans l'Empire romain. Les femmes impériales, pouvoir, rumeurs et fantasmes. Bon, jusqu'à maintenant, on a plutôt parlé des bonhommes, et c'est vrai que c'est quand même plus souvent eux qu'on voit dans les représentations de l'Empire romain. Pourtant, les femmes impériales sont bien présentes, et en même temps, on a un peu du mal à savoir ce qu'elles faisaient vraiment. Elles n'occupent aucune fonction politique officielle, hein, elles sont pas magistrates, elles sont pas impératrices non plus, mais leur proximité avec le pouvoir en fait forcément des figures d'influence. Et ça, évidemment, ça inquiète. Et on le retrouve pas mal dans les sources. Le problème, c'est que les sources antiques, elles sont toutes écrites par des hommes, hein, qui sont en général issus de l'élite sénatoriale, et qui considèrent rarement que les femmes sont des actrices politiques à part entière. En général, elles sont coincées entre deux caricatures, hein. Soit on en fait des modèles de vertu, des épouses parfaites, des super plantes vertes de luxe, quoi. Soit au contraire, on les transforme en figures de débauche, de manipulation, d'intrigantes sexuelles prêtes à corrompre fils et mari pour tirer les ficelles et dominer dans l'ombre. Autrement dit, dès qu'une femme semble peser un tant soit peu sur le pouvoir, elle est tout de suite repeinte en vile manipulatrice, et aussi obsédée sexuelle, hein, parce qu'on sait bien que ça va ensemble. I am, after all, Caesar's wife. Quite a stud, aren't you? L'exemple le plus caricatural de ça, c'est probablement l'épouse de Claude, Messaline. Elle a une quinzaine d'années quand son époux, Claude, devient empereur. Elle accouche la même année du petit Britannicus. Et elle va très vite prendre goût au pouvoir. Désormais, son fils est l'héritier légitime du trône. Alors, c'est vrai que Claude n'est pas de toute première fraîcheur. Il a 35 ans de plus que Messaline et il est très timide. C'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait d'un empereur. Mais qu'importe pour Messaline. Avec Claude, ils incarnent la puissance de l'Empire romain. Ensemble, ils règnent sur un État de 54 millions d'habitants, un empire bâti à la force du glaive de la Gaule, à la Palestine et du Rhin au Sahara. Pour l'instant, l'impératrice est en position de force. Quand elle conseille l'empereur sur les décisions qu'il doit prendre, celui-ci l'écoute, même s'il s'agit de politique. Je t'ai demandé de me laisser réviser la liste des sénateurs, avec ceux qu'il fallait chasser et ceux qu'il fallait conserver. Est-ce que j'ai été efficace? Ça m'a surpris de constater le nombre de petits détails que tu connaissais à propos d'eux. Évidemment, les sources antiques ne se privent pas d'accuser la première dame de manipuler son mari. Les chroniqueurs, qui plus tard écriront l'histoire de Messaline, décrivent dans le détail la façon dont l'impératrice mêle sa politique. À les en croire, celle-ci achète le soutien des hommes puissants, les chevaliers, les sénateurs. Ceux qu'elle ne parvient pas à corrompre, elle les compromet en les séduisant. Et pas question de lui résister, l'impératrice ne le supporte pas. Les récalcitrants sont éliminés sans pitié.
D'ailleurs, aujourd'hui, une Messaline, c'est carrément devenu un nom commun pour dire une femme de mœurs dissolues. Si on en croit le CNRTL, comme on le retrouve chez Flaubert, j'en ai connu qui, sous l'apparence de saintes, étaient de véritables Messalines. Ouais, rien qu'avec le contexte, on comprend que ça veut globalement dire grosse p***. Dans les récits de Suétone, de Tacite ou de Dion Cassius, elle devient une sorte de fantasme misogyne ambulant, on lui prête des dizaines d'amants, des orgies au palais, et des escapades nocturnes dans les bas-fonds de Rome où elle se prostituerait sous une fausse identité. Ah non, mais ça va carrément jusque-là, j'exagère pas. Il y a même une anecdote célèbre selon laquelle Messaline aurait un jour affronté une prostituée renommée dans un concours destiné à savoir qui coucherait avec le plus d'hommes en une seule nuit. Et bien sûr, dans l'histoire, c'est Messaline qui gagne, en dépassant largement les 20 partenaires, la Bonnie Blue du Palatin qu'il l'appelait. Alors, évidemment, tout ça est invérifiable, et Mary Beard invite à prendre ce type de récit avec énormément de prudence. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ce genre d'histoire ne nous apprend pas seulement quelque chose sur Messaline, en réalité ça nous apprend probablement rien de vrai sur Messaline, mais elle nous dit surtout ce que les auteurs romains trouvaient insupportable. Une femme qui désire, une femme qui agit, une femme qui échappe au contrôle masculin, c'est immédiatement construit comme un danger politique. Et là, je vous ai donné un exemple, mais c'est loin d'être la seule. On a toute l'histoire de Faustine la Jeune, par exemple, l'épouse de Marc Aurèle. Là, l'histoire est encore pire. Et d'ailleurs, c'est assez frappant parce que Marc Aurèle, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu l'empereur philosophe, le sage, le stoïcien par excellence, celui qui est tellement incroyable qu'il est à peine croyable, justement. Et donc, forcément, pour salir un peu le tableau, quoi de mieux que de raconter que sa femme, elle aurait été tout l'inverse. Donc là, les sources disent qu'elle aimait beaucoup les jeux du cirque, qu'elle avait d'ailleurs un petit faible pour les gladiateurs, mais là, l'accusation va beaucoup plus loin que le simple adultère. Il y a toute une histoire hallucinante selon laquelle Faustine aurait avoué à Marc Aurèle son désir pour un gladiateur, qui se serait fait exécuter, et que après son exécution, elle serait allée s'enduire du sang du gladiateur, puis qu'elle serait retournée voir Marc Aurèle et qu'il l'aurait fécondée à ce moment-là. Et donc là, l'idée, c'est que le sang du gladiateur serait passé à l'enfant, et qu'en fait ce serait plus l'enfant du gladiateur que de l'empereur lui-même. Et du coup, d'après l'histoire, c'est pour ça que Commode aurait hérité de la force, de la violence et de la brutalité du gladiateur, et pas de la sagesse de son père. Bon, moi ce que je dis, c'est que ça révèle surtout à quel point les Romains étaient des trompettes en biologie. Mais ça montre le genre d'histoire qui pouvait circuler sur les femmes d'empereurs. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce que cette histoire, elle est très probablement inventée, Enfin, je parle de la partie sur le gladiateur et le fait de baigner dans le sang, pas spécialement de l'opération magique, genre mémoire du sang qui fait qu'on a un enfant, ça, on est sûr que c'est faux, Mais elle nous dit beaucoup de choses en fait sur les obsessions romaines. D'abord, elle exprime une angoisse très forte autour de la transmission du pouvoir. Si l'héritier de l'empereur est en réalité le fils d'un autre, et en plus d'un gladiator, alors c'est pas seulement un adultère, c'est toute la lignée impériale qui est contaminée. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, chacun son humour, c'est que cette peur, elle est quand même ultra paradoxale, parce que, comme on l'a dit au début, dans l'Empire romain, on transmet très souvent le pouvoir par adoption, et c'est pas forcément l'héritier biologique qui hérite. Cela dit, dans ce cas-là, c'est quasiment l'exception qui confirme la règle, puisque Commode a précisément été le seul à hériter biologiquement du titre. Mais du coup, en théorie, le lien biologique, il n'est pas spécialement central. Mais ici, ce qui inquiète, c'est que la transmission, justement, elle échappe au contrôle de l'empereur. En gros, c'est plus Marc Aurèle qui choisit son successeur, ce serait le corps d'une femme qui aurait introduit dans la dynastie un héritier illégitime. Et en plus, l'histoire repose sur une conception de l'hérédité assez typique de l'Antiquité, où on imagine que le sang, le sperme, les humeurs, bref, tout ça, c'est du fluide et ça peut transmettre des qualités morales et physiques. La biologie d'après les Romains, quoi. Au final, cette rumeur, elle reflète bien plus qu'un simple ragot sur une impératrice infidèle. Elle est une mise en récit des craintes que suscitait la transmission du pouvoir et un avertissement sur les dangers d'une trop grande influence féminine. Faustine, en tant que mère de l'empereur, elle devient un maillon essentiel de la dynastie, mais aussi une menace potentielle puisqu'elle pourrait introduire une souillure dans la lignée. En fait, cette légende, elle existe pour expliquer pourquoi Commode serait en fait un mauvais empereur. Ce serait parce qu'en fait, en réalité, il est le fils du gladiateur et pas du bon empereur Marc Aurèle. Femme et succession entre influence et manipulation. Et évidemment, le nœud du problème, il est là. Si les femmes inquiètent tant que ça, c'est pas du tout à cause de leur supposée débauche. Ce qui dérange les élites masculines, c'est leur rôle dans la transmission du pouvoir. Il faut bien voir qu'à Rome, il n'y a pas de règles très claires concernant la succession. Chaque empereur doit en quelque sorte fabriquer son héritier. Parfois, il choisit un fils biologique, même si on a vu que c'est très rare, et même dans ces cas-là, ça empêche pas qu'il soit souillé au sang de gladiateur. Et le plus souvent, on adopte un successeur qui est jugé plus compétent. Mais dans tous les cas, la question de qui monte sur le trône, il dépend en grande partie de l'entourage de l'empereur
Et donc forcément, des femmes de la famille impériale, qui se retrouvent assez vite soupçonnées d'avoir agi en coulisses. La toute première autour de laquelle va se cristalliser un petit peu ce fantasme de la femme manipulatrice en coulisses, c'est Livie, c'est la femme du tout premier empereur Auguste, et qui va être accusée de nombreuses manipulations et d'assassinats pour mettre son fils sur le trône. Do you imagine that I would stoop to buying you off when I could swat you like a fly if I wanted to? I'm sorry, I meant... Hold your tongue. I will tell you what I want and you will provide it. I want a catalogue of my daughter-in-law's activities. I want names, dates, places. Alors en fait c'est rigolo parce que les récits sont vraiment partagés sur la figure de Livie. D'un côté elle apparaît comme un modèle de vertu, de dignité et de modestie, et de l'autre elle devient dans certaines sources une empoisonneuse, froide et méthodique, prête à assassiner la terre entière pour faire monter Tibère sur le trône. C'est notamment ce qu'on peut lire chez Dion Cassius ou Suétone, où d'abord Caius et Lucius César, les petits-fils d'Auguste, meurent prématurément, soi-disant de mort accidentelle, wink wink, puis c'est Postumus Agrippa, l'autre petit-fils, qui est écarté puis assassiné après la mort d'Auguste, et certains récits vont encore plus loin en assurant que Auguste lui-même ne serait pas mort naturellement, mais qu'elle l'aurait empoisonné en badigeonnant de poison les figues qu'il cueillait lui-même sur l'arbre. I only came on this journey to look after you, and you won't let me or anyone else cook for you. It was very embarrassing, you know. People might think we were trying to poison you. I sent for Tiberius. Fortunately, he wasn't too far away. He'll be here soon. Évidemment, on n'en sait rien, mais ce qui compte, c'est pas du tout de savoir si Livie a vraiment tué qui que ce soit. Ce type d'histoire montre surtout comment les Romains imaginaient la place des femmes dans une dynastie impériale. À partir du moment où le pouvoir se joue dans la famille, les mères, les épouses et les veuves deviennent des figures suspectes. Elles sont vues non pas comme des actrices politiques légitimes, mais comme des intrigantes dangereuses, capables de tordre la succession à leur avantage. I've been right more often than you have, you know. But because I was a woman, you pushed me into the background. Nothing I ever did was for myself. Nothing. Only for you. And for Rome. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous partager une trouvaille que j'ai faite en cherchant un extrait dans le film de 1976, Moi Claude, un passage où on a un jeune Patrick Stewart en général romain. Voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bref, et toutes ces accusations, on peut voir qu'elles ont fait leur chemin jusqu'à nos représentations au cinéma et en série. Et elles illustrent toujours une constante, dès que le pouvoir impérial se structure autour d'une dynastie, les femmes de la famille sont perçues comme des intrigantes dangereuses. D'ailleurs, au cours de mes pérégrinations sur internet, je viens d'apprendre qu'en 2021 est sortie la série Domina, qui dépeint les luttes de pouvoir à Rome du point de vue féminin, et principalement de celui de Livie. Alors, je n'ai pas vu la série, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle semble avoir des retours plutôt positifs. Have you restored power to the Senate yet? I'm trying, Father. Are you? Are you really? Or have you secretly fallen in love with your power? Un autre exemple, c'est Agrippine la Jeune, la mère de Néron, qui subit le même procès en sorcellerie politique. Elle épouse Claude après la disgrâce de Messaline, et s'arrange pour que son fils Néron devienne l'héritier officiel au détriment du fils biologique de Claude, Britannicus. Et bizarrement, juste après ça, Claude meurt, officiellement empoisonné par un plat de champignons. Forcément, toutes les accusations portent sur Agrippine. D'ailleurs, c'est pas mal sur Claude et Agrippine que se fonde la série de la BBC Moi Claude, dont je vous ai passé plusieurs extraits. Mais je ne serai jamais une potiche, je tiens à te le dire. Si tu m'offres le pouvoir, je l'utiliserai. La jeune femme, elle, a un objectif. Pousser Néron sur le trône impérial. Tout ce dont j'ai pu rêver va enfin pouvoir se réaliser. Cela dit, l'histoire ne s'arrête pas là, et une fois Néron au pouvoir, sa relation avec Agrippine ne reste pas au beau fixe. D'après la légende, Agrippine a joué un rôle super important dans son accession au trône, donc elle accepte pas trop d'être envoyée dans un coin du palais à faire du tricot. Elle a l'habitude d'influencer les affaires de l'Empire, et elle n'est pas du tout décidée à s'effacer. De son côté, Néron la supporterait de moins en moins, et il va même essayer de la tuer avec un bateau piégé, mais elle revient à la nage. Ah non mais c'est une coriace Agrippine, 59. 5 ans après être devenu empereur, Néron n'en peut déjà plus. Sa mère, qui l'a si habilement placé à la tête de l'Empire, exerce en réalité tout le pouvoir. Je t'en prie, tais-toi. Comment veux-tu que je te réponde si tu ne te tais pas?
Pour Néron, qui vit depuis toujours dans l'ombre d'Agrippine, c'est devenu insupportable. Arrive l'inconcevable. L'empereur ordonne l'assassinat de sa mère. Il tente d'abord de camoufler son meurtre en naufrage, mais Agrippine survit à cette première tentative, si bien que Néron doit envoyer des hommes de main pour la poignarder. Quelques années plus tard, Néron est à son tour victime d'intrigues politiques et se suicide. Cela met un terme à l'orgueilleuse dynastie créée un siècle plus tôt par Auguste. Messaline et Agrippine voulaient imprimer leur marque sur la grande histoire et elles y sont parvenues. Mais le souvenir qu'elles ont laissé est pour le moins ambigu. Après leur mort, toutes deux ont fait l'objet d'une damnatio memoriae, d'un bannissement des mémoires. Bref, là encore, au-delà du détail exact des faits, on voit bien le type de récit que les Romains construisent. Celui d'un pouvoir impérial devenu si familial, si intime, si violent, qu'il tourne au cauchemar domestique. Bon, du coup, les femmes impériales, elles ont pas trop une super réputation, hein. Mais justement, pour Mary Beard, tout ça, c'est plutôt un révélateur du fait que les femmes ont atteint une influence que leurs prédécesseuses républicaines n'auraient jamais pu imaginer. Elles n'ont certes pas de pouvoir légal, mais elles ont un pouvoir symbolique et une capacité d'action indirecte bien réelle. Leurs visages apparaissent sur les monnaies, leurs statues sont érigées dans tout l'Empire, elles patronnent des constructions publiques. Livie, par exemple, elle est honorée sous le titre d'Augusta, et Faustine la Jeune, elle est célébrée comme Mater Castrorum, donc la mère des camps, ce qui souligne du coup son lien avec l'armée. Donc ça, c'est quand même un signe que pour la première fois, les femmes commencent en fait à obtenir une forme de pouvoir. Mais justement, en fait, plus ces femmes prennent de l'importance, plus elles deviennent des cibles. Les récits scandaleux ne prouvent pas leur corruption, mais plutôt leur ascension. Le vrai scandale finalement, c'est pas leur sexualité, c'est bien leur présence dans le jeu du pouvoir. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Bon, ben voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai fait encore beaucoup trop long et pourtant j'ai fait qu'effleurer la surface du livre. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre une partie de ce que j'ai trouvé passionnant sur l'ouvrage. Comme je vous disais, j'ai pas trop l'habitude de lire des livres d'histoire, mais c'était vraiment bien. Je le mets pas plus haut dans la sélection parce que, comme je l'ai dit en intro, il y a quand même quelques longueurs, des choses qui m'ont moins passionné dedans. Le livre fait quand même plus de 500 pages, donc ouais, il y a pas mal à manger. Mais cela dit, il reste super intéressant. D'ailleurs, il est lui aussi sorti en livre audio, donc si c'est quelque chose que vous consommez, ça peut être aussi une façon différente d'y avoir accès. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo du top de mes lectures 2025. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 8. Je vous fais des bisous. Ciao!